Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Effectivement, ceux qui auraient raté la première partie, ce n'est pas trop tard. Elle est diffusée le samedi entre midi 10 pour démarrer et le jeudi à 16h30, pendant 2 semaines la même émission. Mais il y a encore une possibilité de la voir ensuite en replay sur la chaîne YouTube BELS. Donc pour cette deuxième partie, nous accueillons 2 nouveaux invités. Je vais citer Catherine Arnois. Bonjour. Catherine Arnois qui est la trésorière de l'UNAFAM dont on a longuement parlé. Oui, c'est ça. Ouais. Nous avons aussi monsieur Michel Boussard. Bonjour. Michel Boussard qui aujourd'hui arbore un très beau t-shirt qui combine la Croix-Rouge et le Croissant Rouge. Pour la Croix-Rouge. Et peut-être même le diamant rouge aussi. Effectivement. En filigrane. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que nous avons notre chroniqueuse habituelle, bien sûr, qui est sur le plateau, Christelle Cuche. Oui. Et nous avons déjà fait une partie de l'émission avec Farah Tagoli, Oui. notre médecin interne en urgence. C'est ça. Voilà. Donc pour cette deuxième émission, nous allons continuer avec cette thématique des maladies psychiques. Les maladies psychiques, nous avons donné la définition. Un petit rappel pour ceux qui nous prennent en cours. Oui, bien sûr, c'est une affection mentale qui a des origines diverses et qui peuvent retentir sur la vie au quotidien d'un individu et ou de son entourage et qui peut entraîner également des troubles du comportement. Alors là, on a la définition, je dirais, scientifique, médicale, bien sûr. mais je crois que quelqu'un avait aussi, pour en parler, une citation qui lui tenait à cœur. Oui, effectivement, c'est de rendre visible, en fait, dans la société, ce qu'il est si facile d'oublier. Voilà. Bravo. Rendre visible Bravo. ceux qui sont si faciles d'oublier. Mhm. On peut passer à côté d'eux Oui. sans même les voir, presque comme s'ils étaient transparents. Absolument. En oubliant de leur dire bonjour ou en ne rendant pas le sourire qu'ils nous adressent, parfois la main qu'ils tendent. Michel, cette définition-là, elle vous parle? Ah bah tout à fait, hein, c'est facile de tourner la tête, hein, d'oublier, de regarder dans les yeux, enfin bref, c'est facile d'oublier les invisibles. Hein. En tout cas, nous, on le dit, on le répète ici sur ce plateau, tous les gens porteurs de handicap ont aussi besoin parfois qu'on accroche le regard, qu'ils puissent accrocher le vôtre, parce que ça les humanise. N'ayez pas peur. Parfois aussi, on sait bien, on a eu des témoignages de gens qui disent « mais j'ose pas déranger, je ne sais pas comment aborder ». Alors, quel conseil vous donneriez à ces gens-là? Est-ce que quelqu'un veut dire comment on peut approcher quelqu'un qui est porteur de handicap, qui a une maladie psychique, alors qu'on n'ose pas déranger? Je crois qu'il faut surtout rester tel que l'on est et arrêter d'avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. Oui. La peur de la différence, la peur de l'autre, la peur de celui qu'on ne comprend pas. C'est justement le but de notre association, l'UNAFAM. Il faut quand même savoir qu'il y a 15 000 adhérents en national et 2000 bénévoles qui participent à ce qu'on dit. L'UNAFAM est présente dans 99 départements, dont celui donc de La Réunion. Et pour rajouter la présentation de l'UNAFAM qui a été faite tout à l'heure, il faut, au service téléphonique national de l'UNAFAM, il est possible de se faire aider socialement. Il y a un service social qui existe, un service également juridique pour les proches des familles et des familles, des proches qui sont malades. Donc l'UNAFAM est vraiment présent sur pas mal de points. Ouais. Quand vous dites une aide sociale, ça se traduirait comment, par exemple? D'être aidé sur le plan de toutes les démarches à faire. La connaissance également de l'organisation du système psychiatrique, parce que en fait, quand ça nous arrive, parce que moi je suis mère d'une personne atteinte de ce trouble psychique, schizophrénie, en fait on est complètement submergé, débordé, et c'est tout nouveau, je veux dire, on s'y attend pas. Et c'est souvent vers l'adolescence, on en parlait tout à l'heure, c'est souvent vers l'adolescence que ça démarre. Et là, y faire face,
C'est très dur. C'est très très dur parce qu'on n'y est pas préparé. Personne n'y est préparé en fait. Personne. Aucun parent n'est préparé à vivre ça. Donc, et l'enfant également, à qui ça arrive. Et parfois, on se pose des questions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qu'on se pose quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? Oui, parfaitement. À ça, on épluche sa vie. Hein. On culpabilise. On culpabilise, on se demande, mais pourquoi mon enfant développe ce type de pathologie? Ouais. D'autant que souvent, on va vous demander, je ne veux pas porter l'opprobre sur la médecine psychiatrique, mais malgré tout, lorsqu'on arrive avec son enfant, très souvent, et c'est souvent la maman, on va nous dire, oui, mais vous avez eu une vie peut-être un petit peu difficile pour votre enfant, si jamais vous avez divorcé, ou si jamais vous avez déménagé, ou si jamais, voilà. Et donc, du coup, on se remet beaucoup en question. Alors, peut-être que, sans vouloir les dédouaner, peut-être que ça peut être un élément d'explication sans vouloir indexer, docteur. Oui, vas-y. Non, allez-y. Effectivement, il y a le facteur environnant est prédisposant pour cette maladie, notamment les déménagements dans l'enfance, etc. Donc c'est pour ça, je pense qu'on vous a posé cette question. Oui, bien sûr. Ouais. Mais si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est finalement la maladie qui rend la personne sensible à ces situations de vie instables ou difficiles, parce que je veux dire, tout un chacun est amené et à déménager ou à perdre un grand-parent dans la petite enfance ou à avoir un parent malade ou un parent qui perd son emploi, et pour autant on ne va pas tous développer une maladie psychique. Ne nous trompons pas de responsables. Je veux absolument lutter contre cette vision culpabilisante des parents. Oui, il y a des facteurs expliquants et oui, il faut les prendre en compte pour le soin, évidemment. Mais pour autant, il ne faut pas culpabiliser des parents de la maladie psychique de leur enfant. Donc, on le répète bien, on le renforce, tout le monde l'aura compris, Michel. Ne pas culpabiliser. Il y a des facteurs qu'on va expliquer, qu'on va donner pour pouvoir avoir une vision globale, mais ne pas culpabiliser. Cette culpabilité, vous l'avez rencontrée, Michel, autour de vous, parfois, dans vos... Oui, effectivement, c'est les questions que madame s'est posées à une époque. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Peut-être même aussi un sentiment d'injustice. Hein. Pourquoi ça nous arrive à nous Jusqu'à maintenant, on avait une vie familiale équilibrée, disons correcte. Et puis d'un seul coup, crac, c'est pour une expression ordinaire, c'est la cabane sur le chien, quoi. En tout cas, cette culpabilité va parfois éloigner les gens et jusqu'à amener certains à malheureusement finir par se retrouver un peu tout seul et peut-être même se retrouver à vivre dans la rue. Nous allons regarder un reportage. Nous sommes allés suivre des gens dont vous avez parlé, madame. Vous avez parlé des bénévoles. Eh bien voilà, une équipe de bénévoles magnifique que je trouve admirable, et ceux qui veulent les rejoindre, c'est toujours possible quand vous avez la disponibilité. En tout cas, regardons. Beaucoup de temps de préparation, les petites viennoiseries parfois, le café, tout ce qui va permettre de rentrer en contact avec les bénéficiaires. Alors, les différentes actions de la Croix-Rouge ici, dans cette antenne nord, nous avons les colis alimentaires, la vestiboutique, le secourisme et le SAMU social. En fait, l'activité phare, c'est le SAMU social. C'est les personnes vont à la rencontre des personnes qui ont, je dirais, terre pour matelas, ciel pour couverture. De 17h, ils sont là pour la préparation et ils partent à 18h. Alors donc la préparation c'est quoi? Ils sont là pour préparer selon la demande précédente. Une checklist permet de ne pas oublier l'essentiel. Si quelqu'un avait besoin d'un t-shirt, d'une paire de chaussures, ou soit une orientation. Pour ces personnes qui les croisent,
parce qu'ils sont à la rue, eh bien comme si ce sont des personnes inexistantes, et il n'a plus sa carte vitale, bon, il a perdu sa pièce d'identité, et nous devons être en mesure de pouvoir lui apporter des informations pour son orientation, pour en fait, voilà, quoi, refaire ses démarches. Comment se fait la prise de contact? L'équipe arrive avec un café et une soupe. C'est pour créer le lien. Il discutait, il parlait de lui, et moi je n'ai pas dit un seul mot. À la fin, il m'a dit comme ça, merci beaucoup, parce que bon, c'est la première fois qu'on m'écoute. Ces personnes accompagnées nous demandent des fois de dire, écoutez, moi je ne veux pas être vu, d'accord ? Nous avons une formation. La formation est dispensée par une psychologue de l'EPSMR. Est-ce que dans la rue, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de maladies psychiques? Nous ne sommes pas habilités à définir si la personne a des maladies psychiques ou pas. Et ils ont un certain comportement et une certaine façon d'être que nous allons transmettre aux personnes qualifiées. Mais est-ce qu'il y a une formation, une prudence à l'égard de potentielles maladies psychiques? Je dirais... Non, pas spécifiquement. Non, il ne faut pas oublier rien, les chemises, les t-shirts, les pantalons. Là, comme il va commencer à faire froid, il faut de grandes manches parce que Zoti demande. C'est juste que Zoti veut quelque chose pour protéger Zoti du froid. Il y en a 2-3, il veut des chaussures de ville, il y en a 2-3, il veut savates. Et pas tout le monde a le même truc. Il y en a 2-3, il veut des sandalettes. Il y en a beaucoup de misère. À côté de nous, il n'est pas loin. Et que nous ne voit pas. Et nous pensons qu'avec la société de maintenant, beaucoup de jeunes ils retrouvent à sans domicile fixe. Et ce sont des bénévoles qui sont formidables, ils se donnent vraiment à fond dans l'activité. Dernière consigne du responsable d'antenne à sa chef d'équipe. Avant chaque départ, il y a un briefing. Oui, avant chaque départ, il y a un briefing qui se fait. Ça consiste en quoi? Ça consiste les consignes, ensuite voir l'itinéraire, voir les besoins précédents qu'il y a eu, et ensuite le rôle de chacun sur les lieux en présence des bénéficiaires. Tout est chargé, on va pouvoir embarquer et aller rencontrer des bénéficiaires. Alors, il est où le masque? Le masque, vous n'avez pas de masque? Vous n'avez pas de masque? Comment ça va? Il cherche son masque. Ah mais tiens, regarde, j'en ai... Des fois, ces bénéficiaires, ces écorchés de la vie, racontent leur parcours, leur histoire. Parmi eux, combien sont concernés par les maladies psychiques? Oui, un petit réglage venant de ma part. Je dédouane complètement les techniciens de TV Créole pour les réglages son. Alors, pour revenir à ce reportage, docteur, on a reconnu quelqu'un qui, à défaut de porter le café, a apporté des masques. C'est effectivement moi qui ai amené des masques à cette personne qui en avait besoin, effectivement. Oui, vous êtes donc investi auprès de ces gens qui vivent dans la rue, oui, à travers plusieurs associations et entre autres donc à la Croix-Rouge. Exactement. Je fais partie bénévole de la Croix-Rouge et j'aide au mieux à ne pas laisser dans l'indifférence ces personnes qui ne demandent au final peu de choses. Ils demandent peu de choses et on peut leur apporter déjà un sourire, un café. Michel Boussard, vous, la Croix-Rouge, vous y êtes depuis des années, on a une médecin qui est là, vous, on ne le cachera pas, vous êtes enseignant, on peut avoir tout profil qui vienne en bénévole à la Croix-Rouge? Ah ben absolument, ouais. Même que j'en profite pour faire un appel. On peut grandir à la Croix-Rouge, c'est même un devoir. Tout le monde peut venir à la Croix-Rouge. Le problème, c'est qu'elle est méconnue. Exemple, moi je parle de l'antenne du Tampon parce que c'est celle que je fréquente depuis un bon peu, comme on dit. Et les activités qu'il y a, vous allez trouver votre créneau. Si c'est pas à l'accueil du matin à 8h30 avec café, thé et viennoiserie, ce sera à la Vestiboutique pour changer de vêtements, en acquérir pour la modique somme de 1 euro, ou ce sera les colis alimentaires où 2 bénévoles vont se charger de remplir votre cabas suite à bien sûr au document qui vient de la casse et qui
et qui est votre sésame, hein, mais ça peut être tout simplement aussi un besoin de formation, autrement dit, j'aurais tendance à dire alimentaire, mais enfin, pour moi, c'est une dimension citoyenne que l'information de gestes au premier secours. Alors justement, on parle de bénévoles à travers ce reportage de la Croix-Rouge. On a eu tout à l'heure un témoignage d'investissement de gens auprès de l'UNAFAM pour pouvoir se rendre disponible, écouter, accueillir les gens. Juste avant de passer à la suite, parce que j'ai peur d'oublier avec ma petite mémoire, je voulais vous présenter un livre. Ce livre, c'est encore un engagement de quelqu'un. L'auteur Coxel, Du vent dans le manguier, reverse intégralement les bénéfices venant à la part de l'auteur pour une œuvre humanitaire à Madagascar. Donc voilà, on peut s'investir bénévolement dans différentes structures et ce livre en est encore une occasion. Ceux qui nous rejoignent le 11 et 12 juin du côté des Joannet-Bels, il y aura quelques exemplaires que vous pourrez acheter sur place. Au niveau de ces bénévoles, vous en êtes une, mais vous êtes aussi une maman, vous avez dit. Vous nous avez livré un témoignage tout à l'heure, tout plein d'émotions. Vous en parlez facilement ? Non. C'est difficile. Pendant, je dirais, une bonne quinzaine d'années, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit, je travaillais. Je suis en fait, j'ai été maîtresse d'école, enfin instit. Et je ne me sentais pas de le dire parce que, pour plusieurs raisons en fait. La première est que les gens ne comprennent pas en fait ce que ça implique. Le retentissement que ça peut avoir en fait sur la famille, sur les parents bien sûr, sur les frères, les sœurs, et en parler comme ça à des personnes qui ne sont pas confrontées à la maladie psychique, c'est quasi impossible parce que on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est difficile. Hein. C'est vraiment un coup de tonnerre là, dans une vie. Qui ne s'explique pas, on peut chercher des explications qu'on veut, on n'a pas toujours les réponses. En tout cas, à la question... Tout à fait. Pourquoi moi ? Pourquoi cet enfant ? Et c'est pour ça que moi, au bout d'un certain temps, quand j'ai été donc dans des groupes de parole, hein, c'est à Saint-Pierre, peu de temps après que ma fille soit tombée malade, ça m'a permis vraiment de m'exprimer. Hein. Je voulais dire à ce propos qu'on va ouvrir, l'UNAFAM Réunion veut ouvrir 2 autres groupes de parole. On est en train de trouver des subventions pour le faire. Hein. Un dans l'ouest et un dans l'est. Oui, qu'il y ait une proximité pour que les gens n'aient pas à traverser l'île pour venir entendre ces fameux groupes de parole dont on a parlé dans la première partie. D'autant que moi, ça m'a vraiment aidé. Je pense que tous les bénévoles qu'on connaît, ça les a beaucoup aidés. Ça permet d'échanger avec des gens qui partagent la même chose, quoi. Qui est quand même très très difficile. Hein. Mais je dois quand même rajouter que moi, ma fille, avec ses problèmes, elle est pas toute jeune, elle a 38 ans. Elle ne peut pas travailler, bien que elle ait suivi des études scolaires plutôt brillantes, je dirais. Elle a eu son bac à 16 ans. Voilà, c'est arrivé d'un coup. C'était justement l'année de son bac. Elle a quand même réussi à avoir son bac. Mais ensuite, ça a été des angoisses, un désintérêt. Elle a fumé, évidemment. Mais moi, si je peux... Pour moi, hein, pour ce que j'en sais, ma fille, je pense que c'est pas été un déclencheur. Elle fumait parce qu'elle se sentait mal. En fait, elle se sentait mal. Elle a fumé du cannabis, du Zamal, parce qu'elle se sentait mal. Alors, je veux juste préciser, hein, quand on donne cette information-là, c'est pour faire la prévention. Mais à aucun moment, il n'y a une vertu de culpabiliser ceux qui n'auraient pas empêché ou autre, hein, bien évidemment. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on se... Ça, c'est la culpabilisation, c'est quelque chose qui, voilà, quoi. Après, l'incompréhension, et puis la réaction des gens. Moi, j'ai des gens qui m'ont tourné le dos, c'est-à-dire que, voilà, ces personnes malades, peur de la contagion, presque. Alors, je vais juste vous donner un autre exemple. Pendant longtemps, les gens ne voulaient pas s'approcher de gens qui faisaient d'une crise d'épilepsie parce qu'il y avait de la bave et ils avaient peur que c'était contagieux.
alors que ça fait des années, des décennies qu'on sait qu'il n'y a aucune contagion, et encore moins sur les maladies psychiques. Cette culpabilité, Madame Cuche, elle est importante quand même. Elle est très importante, cette culpabilité, et moi je lutte contre ça. Et moi ce qui me surprend encore à l'heure actuelle, c'est le tabou qui existe autour des maladies psychiques, alors que, si je ne me trompe pas, mais vous allez pouvoir me dire, Madame Arnois, je crois que les maladies psychiques sont les troisièmes maladies, ou docteur me dire, voilà, les troisièmes maladies en termes de prévalence au niveau national. Il me semble, oui. Il y a Oui. à peu près 2 à 3% de personnes qui sont atteintes C'est ça. dans la population mondiale d'ailleurs. Voilà, donc oui, même pas national, mondial. Donc quand on sait ça, considérer qu'il y a 3% de personnes porteuses de maladies psychiques ou de troubles psychiques, ça veut dire qu'on en a forcément dans notre entourage. Alors, parfois on ne le sait pas, c'est ce que vous disiez. Monsieur Boussard, vous vouliez peut-être réagir à ça? Effectivement, les parents ont tendance à cacher leurs enfants. Ouais. Ou à ne pas en parler Librement. lors de réunions familiales, par exemple. Quand autour de la table, quand tout le monde le sait, on évite quand même le sujet, ou surtout si la victime est là. Et puis d'autant que c'est souvent très difficile, parce qu'il peut y avoir mais est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, C'est ça, tous ceux qui veulent donner le bon conseil et tu au lui départ. Et tu lui passes tout, et il faudrait peut-être resserrer la vis. Enfin, c'est le genre de choses qu'on entend. Moi, je sais que les familles, c'est les retours qu'elles m'en font, et c'est très difficile à vivre. Et bien sûr, ça part au départ d'un bon sentiment. Évidemment. On veut donner le bon conseil qui va aider. Mais évidemment. Le conseiller n'est pas le payeur. Jamais. En tout cas, cette émission Bells se veut contributrice pour pouvoir en parler librement. Elle veut justement qu'on enlève ces tabous, qu'on en parle. Quand on en croise un, et qu'il soit même le premier à pouvoir dire, moi je suis porteur de telle maladie. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à vous le dire parfois quand vous les rencontrez, pour la première fois aux urgences ou ailleurs? Oui, bien sûr. Oui. En tout cas, moi, je suis touché par votre témoignage. C'est beaucoup d'émotions. Cette émotion, je ne sais pas si vous la ressentez derrière l'écran, mais sur le plateau, elle est totalement palpable. On a bien compris cette culpabilité vécue, peut-être parce que dans l'inconscient collectif, quelque part, même au niveau des religions, on demande, mais tu vas être maudit pour plusieurs générations. On le lit dans certains textes. Ou qu'ont fait tes parents pour en être là, la loi karmique ou autre. Et il y a donc cet inconscient collectif qui nous amène à dire, il faut un coupable. Et le coupable, si c'est le malade, ça ne peut pas être lui. Donc l'enfant trouve un autre. Et lequel est, on prend le plus proche, les parents. Ça, c'est humain. C'est humain, c'est le besoin de pouvoir trouver des explications, de pouvoir comprendre les choses, quitte à y mettre un sens qui n'en a pas, finalement. Et on a évoqué quelque chose tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir, c'est le sentiment d'injustice ressenti. C'est-à-dire que comme toute maladie, mais peut-être encore plus les maladies psychiques, il y a quelque chose qui est ressenti de l'ordre de l'injustice. En tout cas, ne restez pas seul. Venez absolument rencontrer cette association l'UNAFAM qui fait des petits miracles en vous écoutant, en vous accueillant. Allez aussi, vous, de votre côté, porter votre disponibilité, que ce soit à la Croix-Rouge, que ce soit à l'UNAFAM, que ce soit ailleurs, selon votre appétence, selon votre lien avec ces gens. Bien évidemment, c'est pas le médecin qui me contredira. Et n'hésitez pas non plus à venir nous rencontrer dans ces Joannées Bells le 11 et 12 juin au domaine Palsade à Saint-André, où vous rencontrez plusieurs professionnels autour de la dyslexie, autour de l'autisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Madame Cuche? On a aussi des équithérapeutes qui vont des activités physiques adaptées pour pratiquer, essayer, trouver la discipline qui nous correspond, parce qu'il faut bouger avec tout ça, il faut évacuer. Oui, effectivement, on va avoir aussi des clubs sportifs qui seront présents. Le docteur Tagoli sera avec nous aussi. Donc voilà, venez nous rencontrer. Oui. Je crois que Madame Arnois souhaitait ajouter quelque chose très rapidement, également. Parce qu'il nous reste même pas 30 secondes. Très rapidement, d'ailleurs, on serait très content
que vous veniez aux Journées Bells. Et on fait un appel, nous aussi, au bénévolat. À ce qu'on se mette ensemble, en fait. C'est tout. Allons mettre ensemble, ce sera le dernier mot de cette émission. Et n'oubliez pas que ce jour-là, si vous avez, en plus de l'entrée, du prix de l'entrée qui sera que de 5 €, si vous avez 11 €, ce livre permettra intégralement de financer une structure bienfaitrice en faveur de Madagascar. À bientôt. Au revoir.